France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum en ce vendredi jusque 18h. Ils seront deux aujourd'hui, habituellement et habitués au vendredi d'ailleurs. Tarek Mami et Morad Goual qui vont nous rejoindre sur France Maghreb 2. Bien sûr pour continuer d'échanger, dialoguer sur les différents sujets qui vont vous être proposés. Un programme, ma foi, assez riche et surtout varié que l'on vous propose aujourd'hui. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, pour une fois les Européens se rebifent contre Israël et lui demandent de rembourser le prix du matériel panneaux solaires et écoles payées par l'Europe et détruits par Israël en Cisjordanie. Comment le MAC a réussi à obtenir un stand à la fête de l'humanité? Les organisateurs se disent avoir été piégés. Nous y reviendrons avec Boualem Snaoui qui a alerté les organisateurs via une lettre. Foot, Classico, Marseille PSG, c'est pour dimanche et on en parle dans le grand forum tout à l'heure. La question LGF du jour, Jamel Debbouze aurait pu entrer au gouvernement. Il a déclaré au micro de nos confrères d'RMC qu'on lui avait proposé un poste de secrétaire d'État. A-t-il bien fait de refuser? On vous pose la question et vous y répondez sur Twitter LGF officiel, sur la page Facebook France Maghreb 2. Enfin et pour finir, l'Hypertad, vous avez la parole alors prenez-la tout à l'heure en fin d'émission au 01 40 33 9000. LGF, le grand forum, soyez les bienvenus messieurs dames sur France Maghreb 2 jusque 18h. Tout le monde est à l'heure, mais tout le monde est éparpillé, sauf Morad qui est à sa place. Ça va Morad? À l'heure ponctuelle comme toujours. Morad Goual, notre Marseillais qui commence déjà à trembler au vu du match de dimanche soir du Classico. Je peux comprendre que tu puisses trembler, mon cher Morad. On est de tout cœur avec toi. Et d'ailleurs aux auditeurs, nous les informons que le match on commentera en duplex ce match depuis les studios de Radio France Maghreb 2 en partenariat avec Radio Star de Marseille. Très bien. En direct, live. J'ai hâte de voir les mines complètement défaites à 23h. De Jean-Marc. Non, à 23h. Forza Massilia. Ouais. Alors, mon cher Morad, comment ça va? Très très bien. Tu vas nous parler de quoi d'ailleurs, toi, dans ton avis tranché? Alors moi, je vais parler du jour d'après en Syrie. Le jour d'après. Voilà. Ouais. D'accord. Et on commence déjà à y penser. Bah évidemment. Tarek Mami qui est avec nous aussi, qu'on salue. Voilà. Bonjour Tarek. Bonjour Mourad, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors messieurs, on a un programme extrêmement chargé. On va évoquer plusieurs sujets. Et on va commencer par un premier sujet qui est extrêmement important et qui, pour le coup, Tarek, encore une fois, m'étonne parce qu'il a été tellement peu médiatisé. Oui, si on pouvait les décaler 2 secondes, le temps de préparer toutes mes petites fiches sur cette affaire, parce que l'affaire vaut la peine de rentrer, pas beaucoup, mais un peu dans le détail. Pour résumer, c'est pour la première fois où des pays de l'Union européenne, dans la France, la Belgique, le Luxembourg et quelques autres, c'est pour ça qu'il faut me fiche parce qu'on peut pas tout retenir, demandent symboliquement à Israël de rembourser les frais de panneaux solaires et d'écoles mobiles qui ont été installés par l'Europe, qui ont coûté beaucoup plus cher, bien sûr, mais ils demandent 30 000 euros. 30 000 euros. Sous forme symbolique, c'est-à-dire dorénavant, pour l'Europe, quand l'Europe donne une aide aux Palestiniens, cette aide doit servir aux Palestiniens, et ils ont été plus loin, et si vous voulez pas qu'elle serve les Israéliens et les Palestiniens, quand vous demandez ces panneaux, vous nous le rendez, vous les gardez pas, parce que ça devient de la confiscation, et donc on rentrera dans 2 minutes. Sans parler évidemment des nombreuses destructions, oui, parce que le plus intéressant, c'est pour ça qu'on titre l'article, l'Europe se rebiffe un peu. Pour 30 000 euros contre Israël. Alors l'Europe administrative, pas l'Europe politique. L'Europe financière, l'Europe qui a financé les projets financière et administrative. Oui, mais ils sont tous membres de l'Union européenne. Il y a tout pas, à fait, voilà. Tout à fait. Donc on peut dire. C'est-à-dire que les fonctionnaires sont politiques. Non, mais c'est pas fonctionnaire parce que sans l'aval des dirigeants politiques ou des commissaires, et des États, ça passe pas. Donc c'est pour ça le titre. Je le répète en petit. L'Europe se rebiffe un peu pour 30 000 euros. Contre Israël. C'est un début. Ouais. C'est un début et c'est symbolique, dans un premier temps, bien sûr, mais ça. Comment expliquer, Morad, d'ailleurs, que ce type d'info qui est quand même importante, quand même, ne soit pas relayé? J'ai cherché, il n'y a pas énormément d'articles là-dessus. Aujourd'hui, qui dirige les principaux médias d'information en France? BFM TV, RMC, l'Express, l'événement, Là, tu es en train de nous citer le même groupe. Je ne le prends même pas comme ça, moi. Mais moi, je vais jusqu'au bout. Allez-y. Aujourd'hui, depuis que M. Drahi a mis la main sur les médias télévisuels, radio et presse écrite, il n'y a plus d'informations concernant Israël. Et même la sémantique en direction d'Israël a changé.
C'était déjà comme ça avant, c'est pour ça que je dis. Et je parle pas de I24 et je parle pas voilà. Non, mais I24 est un média israélien. Qui appartient à M. Drahi aussi. Oui, mais c'est ça, c'est son droit. Oui, mais là, il appartient, enfin, il est en Israël. Non, c'est un média israélien, il est libre de faire ce qu'il veut. Ouais, mais qui met pas en Israël d'ailleurs. Qui met de partout dans le monde sauf en Israël. Si. Ah non, I24 non. Ah non, si. I24 il met pas en Israël. Les studios sont en Jérusalem. Mais il met pas. Si, il les met en. C'est Paul Amar lui-même qui l'a dit. Il dit ce qu'il veut, Paul Amar, parce qu'il y a un studio à Paris. Attendez, on a Internet, on va tout savoir, vous inquiétez pas. Et puis nos auditeurs, voilà, si nos auditeurs peuvent nous renseigner. Non, mais aujourd'hui, les médias, c'est un métier qui marche de la manière suivante, chers auditeurs, chères auditrices, très simple. Vous avez une dépêche AFP, toute la presse en parle. Vous n'avez pas de dépêche AFP, il y a quelques journaux qui parlent. Dans l'économie, c'est les Échos, et dans le reste, c'est un peu des fois le Monde. Il y a 72 heures, une dépêche AFP a fait le cas de l'arrestation d'une dizaine de terroristes d'extrême droite françaises qui visaient des personnalités politiques d'extrême gauche et des musulmans. BFM n'en a pas fait une breaking news. N'en a pas fait une breaking news. Non, mais hier, c'était toute l'après-midi. Alors, un taré qui vole un camion à Marseille, qui fond sur une nana, ça dure 24 heures en boucle sur BFM TV. 10 terroristes d'extrême droite arrêtés, et c'est pas rien, 10 terroristes. On en parle que en bandeau et c'est pas une breaking news. Donc, le temps que Christophe vérifie, BFM comme CNews, comme LCI, comme tout le monde, hier ont mis beaucoup de temps pour cette information. Plus encore, lorsque M. Mélenchon a pris la parole dans question au gouvernement et qu'il a soulevé cette question, cette intervention de M. Mélenchon a été diffusée et commentée, puisque ce groupe d'extrême droite voulait assassiner, entre autres, en tout cas, projeter d'assassiner M. Mélenchon et M. Christophe Castaner. Et donc cette information, mais le principe aujourd'hui, moi c'est mon métier, je remarque quand je vois une dépêche AFP, c'est repris derrière. Quand il n'y a pas de dépêche AFP, il n'y a rien derrière. Alors, parce que si vous voulez, il y a une espèce de, non seulement de concentration de l'information, mais il y a aussi un mimétisme presse, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un premier journaliste qui écrit un papier pour que tous les autres rentrent derrière. Et cet article dont on va parler tout à l'heure, en fait, il a été écrit par le correspondant du journal Le Monde en Israël. Piotr, quelque chose, ça va me revenir. Et il n'y a que Le Monde qui l'a sorti, et on peut reprocher beaucoup de choses au journal Le Monde, qui est aussi propriété d'un groupe de capitalistes qui ont des intérêts à préserver. Monsieur Pierre Berger, entre autres. Oui, mais ils sont 5 ou 6. Il y a Xavier Niel. Il y a plein de choses. Et donc, si vous voulez, le principe est devenu malheureusement, c'est le journal, c'est la dépêche. Vous avez trouvé quelque chose, Sir Christophe, ou je vous donne un coup de main? Toujours pas. Bon. Moi, je suis en train de chercher de mon côté. Voilà. Si nos auditeurs ont une réponse, bienvenue au standard. 01 40 33. Mais pour moi, ça diffuse là-bas. Et la moitié, le studio principal, il est là-bas, avec une version. Oui. On a un problème technique dans le studio, pardon. Ah bon, non, écoutez. Tarek Adju, voilà, je suis là, mon cher l'antenne. Bon, alors donc on va chercher cette information puisqu'elle est importante évidemment concernant cette chaîne d'information. Bon, on va pas non plus passer l'émission là-dessus. Donc sur le fait, on en parlait donc avec Tarek tout à l'heure sur ce sujet donc de l'Europe qui symboliquement demande une somme symbolique de 30 000 euros pour que Israël rembourse en quelque sorte les biens qui ont été donnés, apportés aux Palestiniens, à savoir des panneaux solaires, à savoir des écoles, financement donc, et bien entendu Israël donc on ne sait pas s'il va répondre d'ailleurs positivement à cette demande de l'Europe, mais quoi qu'il en soit, on souhaitait en parler parce que se rebiffe un peu, et retenez bien ce mot, un peu est très important. Alors, c'est pas la première fois par contre, parce qu'il y a eu un précédent avec une ONG belge qui avait, grâce aux fonds européens, financé l'électrification de territoires palestiniens. Et l'État d'Israël avait littéralement détruit et vandalisé ces installations au titre que les autorisations de travaux sur la voie publique n'avaient pas été demandées à l'État israélien, et que de ce fait ces poteaux et ces câbles électriques n'avaient pas lieu d'être posés, et ils ont littéralement déposé avec des tractopelles tous ces poteaux et ces câbles, et une demande la justice a été saisie par l'Union européenne. À ce jour, je n'ai pas de la connaissance des conclusions de la procédure, mais voilà, il y avait déjà un frémissement dans l'air, et aujourd'hui on passe à la sanction financière. C'est une bonne chose.
Alors, si on pouvait commencer par par le début, en fait, pour que les auditeurs comprennent. Lorsque les Palestiniens veulent construire quelque chose, comme dans tous les pays, ils doivent demander les autorisations administratives à l'autorité locale, c'est-à-dire pour les Palestiniens, la mairie et le colonel ou général ou le militaire qui gère la région, surtout dans ce qu'on appelle la région C, dans le découpage, c'est-à-dire principalement en Cisjordanie, puisque cette question n'existe pas à Gaza, puisque la totalité de Gaza est sous la responsabilité de la Palestine, Hamas est aujourd'hui l'autorité palestinienne, et donc quand les Palestiniens déposent construire, ils en obtiennent 1%. Une petite maison, cher Christophe, cher Mourad, chères auditrices, chers auditeurs, de 2 pièces. Le grand-fils se marie. Donc il y a besoin d'agrandir. On fait la demande, pas de réponse. La famille construit sur son propre terrain, à côté de la maison du père, une deuxième petite maison à côté. Les Israéliens, à la date qu'ils souhaitent, parce qu'il n'y a pas de prévu, ils viennent un matin avec le bulldozer Ils démolissent tout. et ils démolissent en montrant un papier. T'as jamais eu d'autorisation, Y donc c'est compris les démolissent. 2 pièces des parents. Non, ça, les 2 pièces des parents, c'est surtout quand il y a un attentat ou un acte de violence. Mais la deuxième maison est cassée. Et d'autres sortes. Et ils ont installé ce qu'on appelle les écoles mobiles, pour dire les écoles mobiles, à la limite, si vous nous on ferme les mobiles et on s'en va et on les met ailleurs. Non, Israël, dans ce cas, elle confisque le matériel du mobile, c'est-à-dire en clair, elle empêche les élèves de s'éduquer parce que ça hantise. C'est la quantité des jeunes palestiniens qui naissent, et à côté de la démographie, des jeunes et un peuple, une population Qui se cultive et qui cultivée. Or, ils voudraient avoir affaire, comme pour la partie bédouin des Palestiniens, à des gens plus ou moins incultes, et bien que ceux-là aussi se sont mis dans l'éducation. Et donc, pour revenir à notre opération particulière, l'Europe investit depuis donc la rencontre de Madrid entre les Palestiniens, les Israéliens et le reste du monde, des millions et des millions d'euros pour construire l'infrastructure qui, dans les textes officiels de l'Europe, disent pour permettre la naissance et la création de l'État palestinien sur des bases viables, notamment les routes, les autoroutes, l'électricité. Et là, les Palestiniens donc reçoivent cet argent. Des fois, ils ne reçoivent même pas l'argent. Ils reçoivent donc des professionnels qui viennent installer les choses comme les panneaux. Et Israël, pour toujours faire peur, détruit ou confisque ce matériel. Avec un but, au-delà de la démographie dont on a parlé avec Mourad et à une population cultivée, le fait de faire fuir, de faire partir les Palestiniens. Or, les Palestiniens aujourd'hui sont plus conscients que les Palestiniens de 1948 et de 1967, voire de 1973, même si les Palestiniens n'étaient pas dans la guerre. Aujourd'hui, plus personne chez les Palestiniens ne veut plus vendre ni son terrain, ni quitter ce pays. Et la boucle est bouclée parce que l'Europe, aujourd'hui, en envoyant ce signal faible, fort, faible pour le montant de 30 000 euros face aux millions d'euros. Ouais, d'où le mot symbolique. Ouais, symbolique et se rebiffe un peu, mais fort parce qu'en clair, on va arriver de petit à petit à la confrontation. Et pourquoi, cher Christophe, vous m'avez pas posé la question comme dit Pierre Dac, mais je vais déjà y répondre. Georges Marchais. Ouais, c'est Pierre Dac qui a inventé ça. C'est parce que les gouvernements européens veulent se préserver aujourd'hui de procédures judiciaires futures demain. Contre elles. Contre elles. Contre eux, pardon. Contre l'Europe. Contre eux. Parce que demain, n'importe quelle association européenne va aller saisir le tribunal international pour complicité de quelque chose. Et l'Europe pourra dire non, il n'y a pas de complicité. On a mis en action. On a mis en action. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je pense que ça commence à se dire partout, même si c'est dit sur un ton raciste, discriminatoire et, et volontairement alarmiste avec la théorie du grand remplacement, c'est que les électeurs, le corps électoral est en train de changer aujourd'hui. D'une part, par l'arrivée, je dirais pas massive, mais par l'arrivée de citoyens français de confession ou de culture musulmane, et de l'autre, de la propagation de l'idée au sein des autres communautés françaises et européennes de l'injustice que subit le peuple palestinien, des actions de BDS qui partent dans tous les sens, et du fait que les gens, de plus en plus, grâce ou à cause de ces réseaux sociaux,
sont au courant de toutes choses qui se passent partout dans le monde et dans la Palestine, et n'acceptent plus l'injustice. Et moi, j'ai vu des gens qui me disent, est-ce que si vous avez une maison de 4 pièces au rez-de-chaussée et vous avez 4 mecs plus forts que vous qui reviennent rentrer et qui occupent 3 des 4 et qui vous mettent dans la pièce du fond pour sortir et pour rentrer, il faut la autorisation. Qu'est-ce que vous faites? Mais Tarek, on fait rien. On fait rien parce qu'on a peur. Mais quand même. Mais je parle de côté européen et les prévisions font. Mais quand même, à un moment donné, moi, quand je vois, par exemple, dans la bande de Gaza, tous ces militaires armés palestiniens, qui dès qu'il y a un assassinat brandissent... Non, ça c'est du côté Cisjordanie, pas à Gaza. Non, même à Gaza, si, à Gaza avec ces milices armées, qui brandissent des armes et qui tirent dans la rue. Mais pourquoi ils tirent dans la rue à blanc comme ça? Mais tirer contre des gens qui vous font du mal. Je comprends pas, moi, cette manie qu'on a tiré en l'air avec des mitraillettes dans les obsèques, alors que, à la limite, la mitraillette, elle doit servir à autre chose en temps de guerre, justement, à tirer contre ton ennemi. Je vais vous mettre d'accord, messieurs. C'est Morad qui a raison. Mais comme d'habitude, I24 News n'est pas diffusé en Israël. D'ailleurs, il y a une grande campagne de lancée en 2014, mon cher Tarek, contre cette interdiction faite à I24 News d'émettre en Israël. D'ailleurs, il précise bien, c'est Wikipédia, hein, je précise, ma source. Wikipédia, le I ne signifie en rien Israël. C'est indépendant, c'est tout ce que vous voulez, sauf Israël. Et sachez que c'est Information News. Et 24, c'est comme 24 heures d'info. Ouais. La chaîne embauche quand même 250 personnes, 250 journalistes de 35 nationalités. Dans les studios principaux sont à Jaffa. Et le siège principal est basé où? Au Luxembourg. Au Luxembourg, le siège financier, ouais. Non mais ça c'est pour l'argent, ça. Oui. Et, et la journaliste phare, c'est Apolline de Malherbe. Ce qui n'est pas rien, c'est aussi la journaliste phare de BFM TV. Paul Amar en est le directeur d'édition. Christophe Mallard est le directeur de la rédaction Info. Ils ont quand même des poids lourds, quoi. Ouais, mais sachez, apparemment, j'ai vu les chiffres d'audience, c'est à peine 0,1 en France, qui représente une dizaine de milliers de téléspectateurs. Mais Drahi, il s'en fout, c'est pas un objectif financier, c'est une sadaka, pour lui c'est la zakat, hein. Drahi, il fait ça pour son amour à sa religion. Donc effectivement, voilà, c'est pas diffusé en Israël, jusqu'alors. Wikipédia, si vous voulez vérifier. Puis c'est nous qui payons, parce que le groupe de Drahi, c'est quand même les Français qui le financent. Qu'est-ce qu'il y a, Tarek, vous remettez en cause Wikipédia? Non, je remets pas en cause. Non, Wikipédia, moi, j'y vais souvent le consulter. Ouais. D'ailleurs, je suis un des donateurs à Wikipédia, parce qu'il faut aider un organisme, et généralement, au bout de quelques utilisations, vous recevez le flash, vous n'êtes pas obligé de payer, mais je veux dire, il y a un truc de culpabilisation, mais il faut savoir ce que c'est que le principe de Wikipédia, cher Christophe, c'est que celui qui a une connaissance, celui qui a une information, il l'écrit. Après, il y a une validation par un comité qui des fois vérifie, des fois ne vérifie pas. Et après, ça rend service aux uns et aux autres. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, quand il s'agit de questions, précises, j'y vais à Wikipédia avec ma propre documentation, et je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs et beaucoup de contre-vérités qui sont pas nécessairement volontaires, mais je veux dire, Wikipédia, c'est pas le dictionnaire Larousse. C'est des copier-coller aussi, Wikipédia. Non, mais c'est des copier-coller surtout pour les gens, mais je veux dire, c'est pas le Larousse, c'est pas le lettré, c'est pas une académie. Sauf que Wikipédia, c'est la première source d'information que les gens utilisent aujourd'hui. Et qu'on retrouve dès que vous allez sur Google, vous tapez un mot. Ça sort tout de suite. Voilà, c'est des dictionnaires Wikipédia, c'est Wikipédia qui vous pollue. Donc, je prends Wikipédia pour faire simple 80%, j'en rejette 20%, mais bon, je fais confiance à ça, je vais quand même continuer, parce que moi, j'ai eu à rencontrer... Mais Tarek, alors, moi, j'ai eu à rencontrer le directeur. Quand moi, je donne une information, prenez-en 100%. Donc, il y a pas que 24 n'émet pas en Israël, c'est que j'en étais sûr. Alors, par contre, elle est présente sur toutes les box françaises, hein. Tout à fait, de Free, à SFR, évidemment, SFR. Et moi, j'ai rencontré, donc, son fondateur avant Drahi, et son directeur, qui aujourd'hui, apparemment, a disparu dans les fils de l'argent, comme dit l'autre, et lui, quand il l'a créé, c'était pour être installé en Israël et diffusé à partir d'Israël en langue arabe, en langue hébreu, en langue française, anglaise et en arabe pour faire une contrepartie d'Al Jazeera. Et c'est pas un secret. C'est ça le but. Ça, c'est le premier projet. Et c'est pas un secret. C'était le numéro 2 de France 24 quand France 24 a été créé. Et il a donc travaillé à France 24 pratiquement pendant un an et demi. Et il est parti avec la même idéologie.
pour faire la même chose. Il est juif français, quoi. Ouais. Mais il est parti avec cette idée, c'est comment donner des informations, style Jazeera, m'a-t-il dit, parce que je l'ai vu plusieurs fois. Il me dit, je vais faire une Jazeera pour Israël, à la fois pour donner ce que moi je considère comme la vraie image, mais pour ouvrir, et la majorité des journalistes sont aujourd'hui palestiniens installés Et là-bas. tu sais, Voilà. ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai connu Christophe Mallard, grand journaliste Oui. sur France 3 Télé. D'extrême gauche. Non, même je parle pas du Christophe Mallard politique, je Oui. parle du grand journaliste, parce que c'était un grand journaliste Ouais. pour moi, avec cet accent français très posé, des phrases bien construites. Ouais. Et puis quand je vais le voir sur I24, Oui. c'est un marchand de cacahuètes, il parle avec les mains, avec l'accent pied noir, on a l'impression que c'est plus le même, quoi. Ouais. Et même on se demande même s'il est pas pied noir tellement qu'il le fait bien, quoi. Alors là, C'est assez l'article rigolo, a quoi. été publié, chers auditrices, chers auditeurs, par le correspondant du journal Le Monde, Piotr Smolar, qui est à Jérusalem. Et donc, vous aviez parlé tout à l'heure, cher Mourad, d'une ONG. Il cite aussi le cas d'une ONG norvégienne C'est pas qui ça. s'appelle Norwegian Refugee Council et qui a subi la même chose, qui elle aussi a fait cette démarche. Alors juste si je peux trouver les noms des pays, et j'en terminerai là. L'essentiel est le titre. L'Europe s'est rebiffe un peu pour 30 000 euros contre Israël. Ces pays donc sont la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne, la Suède, le Luxembourg, l'Irlande. Alors vous et le Danemark et le Norvège à travers des ONG et pas à travers l'État. Et vous voyez donc il n'y a pas l'Angleterre, mais l'Angleterre n'est c'est pas pas- n'est pas n'est n'est pas- pas et dans n'est plus l'Union, dans l'Europe, elle n'est pas en Europe, mais elle est aussi, on parlera dans quelques semaines, la créatrice de la déclaration Balfour. On en parlera autour du 3 novembre avec une émission spéciale parce que ce sera la première année, et qu'il n'y a pas les pays de l'Est. C'est ça surtout qui est important. Donc Important. en gros, c'est la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Mais pour le coup, quoi. cette information a été boudée quand même, hein, Tarek. Elle n'est pas boudée, elle n'a jamais été reprise. Il y a Ouais. ce journaliste qui l'a faite. Et je veux dire, peut-on faire 1 heure de débat sur cette question sur BFM? Évidemment visiblement non. que non. Peut-on faire 20 minutes sur LCI? Probablement oui. Mais après, il faut un peu de courage aux journalistes et il faut un peu d'initiative. France Et Info TV, pourquoi pas? Hein? France Info TV. Oui, France Info TV, France 24. bien France sûr. 24. Ouais. Mais si ce sujet venait à être évoqué sur France 24, là tout d'un coup il y a LCI qui court derrière, restera BFM qui fera peut-être pas rien, mais les choix éditoriaux des radios et des journaux sont libres, hein, nous sommes dans un pays de liberté. Mais en tout cas, voir des pays européens dire vous nous rendez le matériel ou vous nous donnez le prix, parce que les 30 000 correspondent en gros au prix du matériel qui a été cassé ou confisqué. Voilà. C'est 30 000. C'est très bien, c'est pour ça qu'on souhaitait en parler. Dans un instant, on va changer un peu de sujet. On va retrouver d'abord le zapping, bien sûr, avec à Tarek, un truc qui va vous faire plaisir. Dans le zapping, enfin, je sais pas si ça va vous faire plaisir, mais voilà. Suivez mon regard. Vous faites des pierres d'Ac, vous aussi. Oui, voilà. On retrouvera aussi Mourad qui souhaitera nous parler de la Syrie. Justement, de la Syrie, on en parlera, puisque Tarek nous avait proposé aussi ce sujet de ce premier ministre chrétien en Syrie. Ouais, on en parlera une autre On en fois parlera longuement, mais aujourd'hui... brièvement. Ouais. Et puis on va parler, mon cher ami Mourad. Est-ce que tu connais le MAC? Bien sûr. Ouais, eh bien le MAC, tu sais que il a Alors, eu le un MAC stand à la fête de l'humanité. Le parti Kabyle, voilà. Oui. MAK. Il a eu un stade à la fête de Mais l'humanité. pourtant, c'est un parti politique sioniste. Comment les communistes... ont pu accepter, Attendez, mon cher Mourad. Allez N'allez pas plus trop vite vite que en la musique. besogne. Vous êtes sur France Maghreb 2. Mon cher Mourad, les organisateurs ont été Le alertés MAC est un par parti quelqu'un sioniste. que vous connaissez. Ah bah écoutez, Boalem Snaoui. Snaoui, que vous connaissez. Boalem. Non, Mourad, lui il tu connaît connais pas. pas Lui, Ah, lui- je pensais lui- qu'à Marseille vous connaissiez non, tous. non, 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 mais celui-là, le Il est Boualem passé- Snaoui, il est de Paris. Ah, C'est-à-dire d'accord. que lui, il Moi, je connaît me trompe, tout le Boualem. monde à Marseille, Et moi. non, mais il De connaît Marseille. Boualem Axil. Ah oui, oui, de d'accord. Marseille. Donc Mais- en tout cas, mais il n'y a pas qu'un seul Boualem. Hein. Snaoui donc a envoyé une lettre aux dirigeants de la fête de l'humanité, enfin aux organisateurs plutôt. Oh non, au directeur du journal L'Humanité, Pierre Yarek. Oui, enfin c'est qui les est- organisateurs de la fête de l'humain quoi. Oui, mais oui. Donc c'est le directeur du journal qui est par ailleurs un député européen. Oui. Et donc, eh bien, les organisateurs ont répondu en Est-ce disant. qu'on a notre ami On l'aura dans un instant, parce que Ouais. là, il y a la pub. Mais les organisateurs ont répondu, mon cher Mourad. Ils ont dit avoir été piégés par le MAC. Voilà. Ah, ils étaient pas. Ils se sont pas annoncés sur leur vrai... Ils se sont pas annoncés visiblement sur leur vrai visage. Ou pas. Ou pas, hein, on va savoir C'est donc Boualem avec qui connaît Boualem très bien qui ce va dossier. nous donner Ah, un voilà. petit peu ce qu'il a écrit et comment il a alerté donc les organisateurs de cette fête de l'humanité, célèbre fête de l'humanité, et quelle a été la réponse donc du directeur de l'humanité dans un instant. Ne bougez pas sur France Maghreb 2, soyez les bienvenus.
LGF, le grand forum avec Tarek Mami et avec Mourad Goual sur France Maghreb 2 jusque 18h. On a plein de choses à faire, messieurs, donc il va falloir être discipliné aujourd'hui. Je compte sur vous. Hein. Ah oui, tout à fait. Voilà. Bon, très bien. Il y a tellement de choses à faire, comme vous dites. Je compte sur lui, parce que moi je suis discipliné. Le Marseillais discipliné, c'est nouveau ça. On est d'accord, Christophe, c'est ça? Non, j'ai dit vous. Oui, mais qui c'est qui... Donc, vous, ça englobe toi et monsieur Tarek Mami. Ça, c'est la politesse, mais la réalité, c'est quoi? Bon, on va pas perdre plus de temps. On va accueillir tout de suite avec nous Boualem Snaoui. Bonjour, monsieur Snaoui. Bonjour Christophe, bonjour à Tarek et bonjour Mourad. Alors, monsieur Snaoui, on va évoquer avec vous ce sujet ô combien important parce que on était un peu surpris de voir que le MAC ait réussi à obtenir un stand à la fête de l'humanité. Visiblement, on n'était pas les seuls puisque vous, en premier lieu, vous étiez surpris et vous avez alerté via un courrier le directeur du journal L'Humanité. Oui, tout à fait, oui. Donc j'ai alerté Patrick Leharic avec lequel... je veux dire, j'étais sur sa liste, sur la liste qu'il a conduite aux élections européennes, quoi. Et j'estimais que il était de mon devoir, quoi, comme pour toute personne un peu investie au niveau de la société, hein, que ce soit politiquement ou au niveau associatif, dans la mesure où, je veux dire, ce mouvement est assez connu, relativement connu, pour son engagement. Avec le gouvernement israélien, l'extrême droite israélienne et puis l'extrême droite française. Voilà. Et puis par ailleurs, un des anciens cadres de ce mouvement lui-même c'est Monsieur Jouder, hein, qui était à l'époque soi-disant ministre des Finances du MAC, qui avait divulgué l'information selon laquelle c'est la monarchie marocaine qui finance ce mouvement, quoi. Voilà, globalement, si vous préférez, un peu une description très brève. C'était la polémique lorsqu'il y a eu les soulèvements de population berbère au Maroc il y a quelques mois. C'est ce qu'on a accusé le MAC justement d'être l'outil du roi pour inhiber ces mouvements populaires. Alors, quoi qu'il en soit, voilà, tout à fait, parce que ça, c'est des polémiques qui sont à côté, mais c'est un parti sioniste et c'est très bien d'avoir alerté. Il y a des personnes du MAC eux-mêmes qui reconnaissent avoir des financements à la fois israéliens et marocains. Mais là, la question qui nous intéresse, c'est comment le MAC a fait pour se trouver à la fête. C'est ça la question principale, se retrouver avec un stand dans cette fête. Et qu'est-ce qui vous a fait réagir, vous, cher Boualem? On était des milliers à visiter ce stand. Certains se sont étonnés. Pourquoi avoir saisi votre plume ou votre clavier pour écrire à Patrick? Alors pourquoi j'ai saisi Patrick Leharic? D'une part, je vous le disais, c'était un peu de mon devoir, quoi. Parce que quand on est investi dans la vie publique, dans la vie politique, il est clair qu'on alerte les gens sur des situations embarrassantes. D'une part. D'autre part, c'est que c'est le député honoraire Bernard Deschamps qui a été le premier à tirer la sonnette d'alarme en alertant Patrick Leharic et qui a dit clairement qu'il était choqué, comme beaucoup de militants, de voir le stand de l'extrême droite kabyle algérienne installé, je veux dire, au niveau de la fête de l'UMA. Ah, c'est pas l'extrême droite kabyle algérienne, c'est l'extrême droite kabyle. Parce que le MAC, par définition, n'est pas algérien. On ne va pas rentrer dans ça, c'est un autre sujet. C'est subtil, hein, c'est très subtil. Hein. La subtilité viendra après entre l'extrême droite et la droite extrême. Boualem, vous avez donc envoyé votre courrier. Je termine juste ça. Après, on peut discuter kabyle, pas kabyle, etc. Bon, moi, je rejette toutes les formes d'ethnicisme, etc. Donc, je ne suis pas dans cette logique. Pourquoi algérienne ou pas algérienne, on en parlera. Non, mais c'est eux qui le disent, c'est pas moi qui le dis. Mais pour le moment, ce que je voulais dire, c'est que c'est Bernard Deschamps qui a alerté le premier, et j'estimais que je ne pouvais pas le laisser seul, je veux dire, face à cette horde, et aux insultes, aux injures, etc. Et donc, j'ai réagi normalement.
en soutenant évidemment Bernard Deschamps sur ce qu'il avait avancé, et puis en exprimant clairement, je veux dire, ce que je pense sur ce mouvement, à travers, je le dis, je le répète, ce n'est pas des analyses, ce sont des faits. Oui, la réalité. Ce sont des faits, je veux dire, le MAC est lié au Likoud international, le MAC est lié à la monarchie marocaine, le MAC est lié à Riposte Laïque, à Éric Zemmour, etc. Avant d'arriver à cette extrémité-là, de quelle manière ils ont trompé les organisateurs? Est-ce que le député honoraire, quand lui il a écrit, est-ce qu'il a reçu une réponse ou pas, lui? Tout à fait, tout à fait. Il a reçu? Il a eu oui, tout à fait. La même réponse que la mienne. Il y a le nom et le prénom qui changent, mais Patrick Leharic a reçu, lui a envoyé la même réponse que moi, quoi. En disant bien que c'est un mouvement de droite extrême, enfin d'extrême droite. Bon, après c'est les mots. Et qu'ils se sont fait avoir puisqu'ils ont en fait réservé le stand au nom d'une association, d'une autre association, et ils se sont infiltrés, quoi. Ils l'ont jamais réservé au nom du MAC, ils l'ont réservé au nom d'une autre association, quoi. Et est-ce que les organisateurs se sont rapprochés du MAC juste après cet événement pour avoir des explications ou pas? Ou est-ce qu'ils ont... J'ai pas compris, excusez-moi, j'ai pas entendu votre question. Est-ce que les organisateurs de la fête de l'humanité se sont rapprochés après coup du MAC pour avoir des explications? Ah, je n'en sais rien. Je peux pas vous informer sur le sujet. Moi, je sais que Patrick Leharic m'a répondu en me disant que ce n'est pas eux qui les ont invités, qu'ils se sont en fait infiltrés en s'inscrivant au nom d'une autre association. Je me rappelle plus laquelle. Je ne me souviens plus. Et puis qu'il sera très vigilant la prochaine fois parce que c'est un mouvement d'extrême droite qui déstabilise l'Algérie et qui, je veux dire, dans le gouvernement israélien l'utilise pour déstabiliser l'Algérie. Voilà ce qu'il écrit clairement. Et après, je pense pas qu'il déstabilise l'Algérie. Est-ce que vous avez la lettre sous la main? Je peux la voir, oui. Ça serait bien de la lire pour les auditeurs. Oui, pas de souci, oui. Donc voilà, ensuite, le problème qui se pose, je veux dire, c'est bien l'extrême droite. Je veux dire, on peut pas être avec Riposte Laïque et être de gauche. Enfin, je veux dire, il y a des moments où il faut quand même appeler un chat un chat. Je suis désolé. Leur stand a eu du succès ou pas, Boualem? Non, non. C'est la consolation. Non, ils n'ont pas eu de succès du tout. Plutôt, les gens étaient inquiets, ils comprenaient pas. Ils étaient beaucoup de militants, que ce soit du PC, qui m'ont alerté sur place. Est-ce que vous pourriez nous lire la lettre, Boualem, rapidement, parce que on est un petit peu pris par le temps. Si vous aviez donc l'occasion de lire cette lettre. J'essaie juste de la retrouver rapidement sur mon... Non mais bougez pas, on l'a sous les yeux. Tarek Mami va la lire. La réponse signée par Patrick Leharic, directeur de l'Humanité, c'est monsieur, donc adressé à Boualem Snaoui. Votre lettre concernant la présence du MAC à la dernière fête de l'Humanité a retenu toute notre attention. Le MAC est un mouvement séparatiste de Kabylie de droite extrême, soutenu par la droite israélienne dans son combat contre le gouvernement algérien. Nous n'avons en aucune façon accordé la possibilité à ce mouvement de disposer d'un stand à la fête de l'humanité. Il a trompé nos services en s'inscrivant sous le nom d'une banale association sans connotation politique. Cette supercherie n'a été découverte que plusieurs heures après l'ouverture de la fête de l'humanité. Nous veillerons à ce que des faits de tels dysfonctionnements et tromperies ne puissent se reproduire. Recevez, monsieur. Voilà, c'est une tromperie, mais on sait que ce sont leurs méthodes, parce que ils utilisent ce type de moyens. Ils se sont infiltrés lors du meeting de Jean-Luc Mélenchon place de la République durant les élections présidentielles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où ils avaient brandi leur drapeau. Ça ne peut pas les empêcher aussi. Voilà, les amis de France Insoumise étaient scandalisés. On en a parlé.
Ensuite, ils s'infiltrent dans des mouvements comme ça. En fait, ils tirent à droite, à gauche, ils vont partout. Ils essayent d'infiltrer les mouvements sociaux, les mouvements politiques. Ils ont essayé aussi d'infiltrer le mouvement anticolonial pour apparaître comme étant des associations anticolonialistes, alors qu'ils soutiennent le gouvernement israélien qui est, je veux dire, un régime d'apartheid. Ces personnes, maintenant, aujourd'hui, tout le monde le sait, on ne peut pas soutenir les deux, être parrainé par les deux derniers États colonialistes sur Terre, hein, c'est-à-dire le régime israélien et le régime marocain, et prétendre être anticolonialiste. C'est complètement fou. Monsieur Snaoui, merci beaucoup. Alors, en tout je cas. rajouterai, avant de le remercier, juste qu'il y a un livre qui vient de sortir, écrit par Youssi Alfer. Et Youssi Alfer, c'est un des anciens dirigeants du Mossad. Et il écrit clairement dans ce livre publié en anglais aux États-Unis que Israël, depuis les années 50, a procédé à construire des alliances avec les Amazirs, les Kabyles, les Berbères, avec les Maronites au Liban, et avec les Kurdes, surtout en Irak, pour pouvoir faire exploser donc ce pays de l'intérieur et affaiblir la solidarité inter-arabe avec la question palestinienne. Et il parle diviser pour mieux régner. Voilà, et il parle clairement donc dans ce livre de l'autonomie kabyle. Je voudrais juste rajouter, Christophe, si vous nous permettez, un tout petit mot pour que vos auditeurs, parce que je vois que Tarek est très très bien informé, il est vraiment... Bon, il triche, hein, je dénonce un peu, il triche. Hein. Non, il a ce qu'on appelle un ordinateur sous les yeux. Est vrai, non, mais c'est vrai, là... mais je voudrais juste rajouter un élément précis, parce que c'est important de le dire. Alors, aujourd'hui, Bernard Deschamps est menacé, il a insulté, injurié, et il est menacé. Il écrit sur son blog. Par ces gens-là, hein, par ces mêmes groupes. Moi-même, j'ai observé des menaces indirectes. Et puis je suis un peu victime de leur comportement, je dirais davantage un peu plus tard, puisque je les laisse encore venir. Mais s'il y a le moindre, délit sur nos propos, que ce soit à Bernard ou à moi-même, et par ailleurs que je ne connais pas, ils n'ont qu'à intenter un procès en justice, puisqu'ils se disent vraiment démocrates. Je précise, voilà. C'est pas compliqué. Si vraiment nos propos, sont diffamatoires sur les relations qu'ils entretiennent avec les groupes d'extrême droite israéliens, français. Tout le monde le sait, ça. Voilà. Tout le monde le sait, il y a les images à l'appui, etc. Mais voilà. Juste pour finir, si vous permettez, juste pour préciser aux auditeurs qu'en Kabylie, le MAC n'est absolument pas insignifiant. Il n'est pas représenté du tout. Pour vous dire d'ailleurs, dans quelques villages, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et même en France. Hein, donc pour vous dire, voilà, c'est un petit groupe d'extrême droite effectivement qui essaie de faire passer en plus des revendications qui sont, mais alors tout sauf réelles pour les habitants de cette région de Kabylie qui est, je le rappelle à juste titre, en Algérie. Donc voilà. Merci Monsieur Snaoui en tout cas. Merci Boualem. Je vous remercie beaucoup, et je vous remercie parce que vous avez été les seuls, je dirais, radio qui est intervenu sur le sujet, parce que on a comme l'impression qu'il y a une espèce d'omerta. Non, pas ça, Boualem. Je pense que tout ce qui touche au Maghreb en général, ça n'intéresse pas les médias tout simplement. Ou tout ce qui touche à Israël, ils évitent d'en parler surtout. Voilà. Merci Snaoui, merci. Je vous remercie, c'est moi. À bientôt, au revoir Monsieur Boualem Snaoui, donc qui était avec nous sur France Maghreb 2 pour élucider donc et nous donner un petit peu les explications de la présence de ce fameux MAC. Qui est connu juste par certains, mais pas par la plupart des intéressés. Et il a plein de ministres. Hein. Ah oui, là, ils ont un gouvernement et tout. Hein. En exil. Ils ont un drapeau. Ils ont la carte d'identité kabyle. Ah oui. Enfin voilà. Ah oui, non, mais juste devant l'ONU et tout. Hein. Mais il a été reçu à l'ONU justement. Il s'est exprimé à la tribune de l'ONU. Il s'est exprimé à la tribune de l'ONU. Il a été reçu en tapis rouge en Israël. Bah quand il y a des par le Mossad, tu sais, les portes elles s'ouvrent toutes seules. Hein. Alors, on passe immédiatement tout de suite et sans plus tarder au zapping avec des choses qui vont vous intéresser, mon cher Tarek. Pour commencer d'ailleurs,
Eh bien, ça s'est passé ce matin sur CNews. Le rapporteur des médias au Sénat, est-ce que vous le connaissez? Si vous dites son nom, oui. Roger Carucci. Oui, très bien. Il était invité de Morandini ce matin et il se pose la question, n'y a-t-il pas trop de chaînes de services publics en France? Écoutez. Moi, j'ai défendu dans le passé le fait qu'il y avait trop de chaînes publiques. Je suis un ferme défenseur du service public, mais je pense que le service public n'a pas forcément besoin d'autant de chaînes, que ce soit d'ailleurs à la télévision ou à la radio. C'est pas que je veuille supprimer des chaînes, c'est que je pense que la compétence, le secteur de chaque chaîne n'est pas très défini. Franchement, aujourd'hui, quel public dit « Moi, je ne regarde que le service public parce qu'il est culturellement nettement plus élevé que le service privé, que le secteur privé ». Personne. Quand vous regardez les jeux, les animations sur l'une ou l'autre chaîne, que ce soit secteur public, secteur privé, pardon, c'est la même chose. Alors, il faut peut-être revenir à des choses différentes. Ouais, mais il y a des contrats d'objectifs. Ouais. Il y a la notion d'un service public avec des émissions peut-être moins médiatiques, ayant moins de public. Voilà, Roger Carucci sur l'utilité des chaînes. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des chaînes de service public. Juste pour lui parler de culture, à la même heure le soir sur Arte, vous avez des documentaires qui vous amènent voyager dans tous les pays du monde. Et à la même heure, vous avez Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Ouais, voilà. Mais qu'est-ce qu'elle peut regarder, Morad? Soyez réaliste. Non, mais ça fait. Mais moi, je regarde l'Arte et ça m'enrichit. D'accord. Mais vous êtes pas représentatif de la France. Si, parce que moi, je suis un citoyen, je paie ma. Oui, vous êtes un citoyen, certes. D'abord, Arte ne fait pas passer par le service public, Arte. Elle est financée par la France, Arte. Arte, franco-allemande, c'est une chaîne franco-allemande. Elle est financée par le ministère de la Culture. Si vous parlez de France 5, France 2, France 3, France 4. Arte est financé par le ministère de la Culture et je suis, moi, et la redevance télé aussi, et je suis un contributeur de la redevance télé, donc à ce titre, j'ai le droit de regarder Arte, on n'a pas le droit de me... Non mais j'ai pas dit que vous n'avez pas le droit de regarder Arte, j'ai dit juste que vous n'êtes pas, représentatif de toute une population. Si vous avez dans ce pays en France des gens qui préfèrent regarder Touche pas à mon poste ou Quotidien ou Nagui, parce que pour le coup c'est Nagui qui emporte sur tout le monde le soir à cette heure-ci avec son jeu. C'est le Quotidien. Non, c'est Nagui. Vous pouvez vérifier les chiffres, 3 millions de téléspectateurs chaque soir pour son jeu. Moi je parle des chaînes de la TNT. Oui. TNT c'est le Quotidien. Le Quotidien de TMC, de temps en temps Hanouna qui passe devant. Bref, si les gens regardent ça, voilà, il y a une attente, c'est que les gens préfèrent ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis pas un défenseur de ce genre d'émission, mais voilà. Déjà que l'école ne forme plus des gens cultivés, le peu de culture. La culture à la télé, ça n'a jamais marché, ou en tout cas, ça ne marche plus. Ah, ben moi, je peux te dire que mon fils s'abreuve de culture en regardant la télé. Mais je te le dis. Voilà. Aujourd'hui, ce que regardent les directeurs de chaînes aujourd'hui, c'est l'audience, mon cher ami Morad. Bon, Tarek, si je me trompe, vous êtes directeur de radio, c'est l'audience qui est intéressante quand même. La question est une vieille marotte de M. Carucci et de quelques autres. En France, il y a un gros problème qui n'est pas celui-là. Le problème central des médias en France, c'est que contrairement, par exemple, à l'Angleterre, à la BBC, il y a un principe dans l'économie libérale qui est clair et simple. Les services publics doivent être supportés par les citoyens et par l'État et pas par la publicité. Et les services privés doivent vivre de la publicité. En contrepartie, la mesure d'audience des services publics ne doit nullement être publiée pour ne pas lui mettre la pression et avoir à courir derrière. Et donc on ne doit, à mon sens, publier ni les chiffres de France 2, ni de France 4, ni de France 50, ni de France 66, ni de France 24. De manière à ce que la bataille d'audience, puisqu'il s'agit de l'audience pour avoir de l'argent pour la publicité, se concentre entre les télévisions qui vivent de la publicité. Et que la bataille soit entre TF1, M6, je sais pas quoi, RTL Télé, c'est plus ça. Or, en France, en fait, on mélange toujours tout. On fait un service public qu'on veut fort, on lui impose la règle de l'audience alors que c'est pas la chose derrière laquelle il court, on lui donne de l'argent public et on l'autorise à aller faire de la pub. Et c'est le mélange des genres. Monsieur Carucci, et je lui dis, dans une autre vie, il y a 5 ans à peu près, qu'il se trompait et qu'il fallait réserver l'argent public et arrêter l'audience, la publication de l'audience pour que ce soit par la loi. Deuxième chose, pour la définition première d'un service public, et moi je regarde le service public, je regarde beaucoup moins les autres télévisions sauf que pour voir un film, mais quand je veux voir les journaux d'infos, quand je veux voir des émissions et des magazines, ben il n'y a pas de magazine comme Enquête ou Super Enquête sur les télévisions privées, parce que c'est pas leur but. Alors, pour me résumer, sur l'échantillon de télévision française de service public, il y a peut-être une chaîne en trop. C'est France 4
dans lesquels on met tout et n'importe quoi et qui n'a pas sa place. Sur les radios, Radio France a aujourd'hui 7 radios. Il y a probablement 1 ou 2 radios de plus. Le service public, cher Christophe, cher Mourad, doivent occuper le spectre de la culture qui ne peut pas, pour des raisons financières et de rentabilité, être traité par le service privé. Donc laissez les jeux, les citoyens sont libres, laissez les jeux et tout ce que vous voulez, les Hanouna, pas le Hanouna, le quotidien, pas quotidien, sur le service privé. Et donner les moyens au service public pour qu'il fonctionne. Par exemple, Radio France, pour moi, avec 4 radios, peut très bien fonctionner. Et je l'ai dit en clair aujourd'hui, c'est France Inter, France Culture, France Musique. Voilà, ça c'est les 3 grosses radios. Voilà, c'est France Musique, France Culture, France Inter. Et puis après, FIP, France Bleu. Oh, FIP, c'est sympa, FIP. Non, mais voilà, c'est sympa. Voilà, j'adore. Voilà. Non, mais c'est une très belle radio, FIP. Je partage. Mais je veux dire, FIP peut être faite par d'autres. Le move de tout ça n'a plus ce place. Donc FIP, moi, ma vision du monde, c'est un service public fort, financé par les citoyens et par l'État, et pas de publication d'audience. Et là, M. Karachi sera peut-être content un jour si on arrive à cette extrémité. Voilà. Bon, allez, on va juste, on fait beaucoup de gymnastique dans cette émission. Aujourd'hui, je vous propose d'aller du côté de Famec. Est-ce que tu sais où ça se trouve, Famec, mon cher ami Mourad? Pas du tout. Pourquoi dans tu l'est toujours de la France, parce que je te questionne. Voilà, t'aimes bien te titiller, moi aussi. On va à Famec pour accueillir la coordinatrice du festival du film arabe de Famec, qui vient de se terminer d'ailleurs. Et donc, juste une autre question pour Mourad. Le pays d'organisateur, c'était le pays invité, pardon, c'était l'Algérie. Question pour Mourad. Si on vous dit Famec, c'est une petite ville qui a 13 000 habitants de mémoire, et Majouba me corrige, 45 nationalités, et qui est à sa 28e édition du festival de films arabes. Majouda Galfout, bonjour. Majouba. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc le pays invité cette année, c'était l'Algérie. Comment s'est passé ce festival avec quand même pas moins de 110 projections, hein, il me semble? Oui, tout à fait. Il s'est très très bien passé. On a eu de très très bons retours de nos festivaliers, de nos invités sur les 10 jours du festival. Donc on est très contents. On a une hausse de fréquentation dans les salles de cinéma. Donc c'est un bilan très positif qu'on a là cette année. Est-ce que éventuellement on peut se projeter un petit peu dans l'avenir et penser d'ores et déjà à la 29e édition, Majouba? Quel sera le pays invité l'année prochaine? L'Égypte, l'année prochaine. Ah, bah très bien. Sur les mêmes dates que cette année, donc du 4 au 16 octobre. Majouba, voilà, 2018. Vous le savez, France Maghreb 2 est depuis de nombreuses années un média qui vous soutient et qui est partenaire de ce festival. Sans nul doute, l'année prochaine, il en sera. Oui, bien sûr. Bien sûr, on a toujours été suivi par France Maghreb et on espère renouveler notre partenariat pour l'année prochaine. Alors, juste une question. Est-ce que vous pouvez nous donner les 2 ou 3 plus grands prix pour imprimer dans la tête des auditeurs et aller chercher ces films sur Internet ou dans les salles? Pour cette année, hein? Pour cette année, oui. Pour cette année. Alors, le film qui a eu le Grand Prix, donc avec le président cette année, Slimane Bazzi, c'est Wizard Green, Mohamed Hamad. Donc c'est un film égyptien indépendant, donc on est très content parce que le Grand Prix justement il a pour objectif de faire la promotion des films qui n'ont pas de visa et qui ne peuvent pas passer en salle. Oui. Donc voilà, et on défend un cinéma indépendant, donc on est vraiment là-dedans avec ce film qui a beaucoup plu à notre public et essentiellement à nos cinéphiles. Voilà. Et puis ensuite pour le prix de la jeunesse, on a été très contents également puisque les jeunes lycéens se sont tous mobilisés et à l'unanimité ont voté pour le film À mon âge je me cache encore pour fumer de Rayana, donc également un film qui a beaucoup plu à notre public. Et enfin pour le prix du documentaire cette année, puisqu'on a pas mal de documentaires dans notre programmation depuis quelques années, dû à la forte production de documentaires dans les différents pays. On a donc le film primé a été Les Fleurs du bitume. Très bien. Donc, j'avais une question pour moi. Rapide parce qu'on est très en retard. Puisque c'est l'Algérie qui a été invitée, donc il y a sûrement eu des projections de films algériens. Oui. Aujourd'hui, quel est le niveau du cinéma indépendant algérien? Est-ce que ça correspond à ce qu'on voit malheureusement sur les chaînes paraboliques ou
Ou c'est un peu meilleur, en fait, on a tout doucement une certaine mobilisation en fait de jeunes réalisateurs qui ont envie un peu de sortir des on va dire des codes un peu traditionnels et apporter une nouvelle forme d'écriture cinématographique, mais également de traiter des thématiques autres que ce qu'on a l'habitude de voir et de ce qu'on a l'habitude d'entendre un peu du cinéma algérien. Donc nous on a présenté cette année En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui qui était en compétition dans la sélection Un certain regard à Cannes et qui a eu le prix de la presse cette année et qui était en avant-première. Là on a vraiment eu un aperçu ou plutôt un point de vue assez pertinent sur la société algérienne. Donc on n'est pas du tout sur ce qu'on a l'habitude de voir, mais plutôt à une réflexion sur le cinéma et sur l'Algérie et le décryptage un peu de la société algérienne à travers ces différents artistes. Merci beaucoup Majouba Galfout. Donc vous êtes coordinatrice du festival du film arabe de Famek, dont c'était la 28e édition et dont le pays était l'Algérie, et le prochain pays invité l'année prochaine sera l'Égypte. Bonne soirée, merci beaucoup, à bientôt. Merci. Dans un instant, on va parler aussi de cinéma, mais cette fois-ci de cinéma tunisien avec la projection d'un film à Paris, Tarek. Dans un instant, et on continuera notre zapping. On écoutera aussi notre ami Mourad Goual pour nous parler de la Syrie, son avis tranché, et on parlera, pour terminer tout à l'heure, bien sûr avant Libertad, de foot, parce que c'est le Classico dimanche, c'est le fameux, c'est tous les supporters marseillais et parisiens qui attendent ce grand jour. La roustada des Parisiens. Marseille, Paris Saint-Germain, c'est dimanche soir à 21h. Si vous permettez, Christophe. Non, je permets pas parce que j'ai la pub. D'accord. Donc à tout de suite. Gardez-le pour après. C'est pour le foot, PSG, France Maghreb 2, plein de choses. On en reparle tout à l'heure, vous inquiétez pas, à tout de suite. LGF, le grand forum avec Tarek Mami et Mourad Goual sur France Maghreb 2 et on voyage beaucoup dans cette émission et on parle beaucoup de cinéma. On fait de la politique, de la culture. Nous étions à Famek pour le festival du film arabe et nous allons parler maintenant d'une projection d'un film tunisien, Tarek, avec monsieur François Bray qui est avec nous. Monsieur François Bray, bonsoir. Il est où monsieur François Bray? Il est là normalement. Allô, bonsoir. Bon, je sais pas où il est parti. Alors on va essayer de le rappeler, bien sûr. C'est bizarre, cette histoire. Dans un instant, donc, on va le retrouver, monsieur Bray, qui sera avec nous, bien sûr, sur France Maghreb 2, pour parler d'une projection d'un film de cinéma tunisien, Tarek. Super Dromadaire. Super Dromadaire, autour de poètes de langue arabe, dialectale. C'est une tradition dans le Maghreb. Il y a de très grands poètes. Malheureusement, on les connaît pas, en général, parce que on connaît les poètes qui écrivent. J'ai retrouvé monsieur Bray. Oui. Voilà. Monsieur Bray. Ça avait coupé. Bonsoir, monsieur Bray, comment allez-vous? Eh ben, ça va bien, merci. Soyez le bienvenu. Donc, on va parler de la projection de ce film tunisien. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu? Alors bon, et donc le film s'appelle Les super dromadaires du désert. Et c'est un film que j'ai réalisé avec Patrice de Seine pour la chaîne Arte et TV5 Monde. Et ça fait partie d'une collection qui s'appelle Le Retour des Camélidés. Et c'est une manière de parler de la révolution qui s'opère depuis une trentaine d'années dans le monde des camélidés, les dromadaires, les chameaux et les petits camélidés d'Amérique du Sud, les lamas, les alpagas, les guanacos et les vigognes. Et une grande partie a été tournée en Tunisie, à 12, où nous avons assisté au Festival international du Sahara de 12. Nous avons filmé le marathon international de dromadaires et nous avons rencontré les poètes du désert, Abdelatif Belgassem Bazougui et Ali Brig. C'est une séquence de ce film, mais il a été également tourné aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, en Inde et même en Suisse, où nous sommes partis sur les traces de la paléontologie des camélidés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des chameaux qui étaient de la taille d'un éléphant moyen, qui faisait plus de 3 mètres de haut, il y a environ 450 000 ans. Et on est remonté beaucoup plus loin, jusqu'à 45 millions d'années, et on s'est retrouvé en Amérique du Nord, où le berceau
de tous les gaménidés. Ah, donc c'est un voyage extraordinaire qu'on va faire partager aux gens qui vont venir à notre soirée documentaire et poésie du dromadaire et du désert. Demain, Voilà. à la Maison de la Tunisie. Donc, demain, il y aura la projection de ce film, cher François, Oui. avec en présence de deux poètes de 12, Belgassem Abdellatif et Ali Brik. Pourquoi Oui. avoir allié la vie de ces dromadaires à la poésie arabe, comment dire, non pas littéraire et classique, mais usuelle de la Tunisie, parce que les chameliers font de la poésie ou parce que beaucoup de ceux qui font de la poésie accompagnent les chameliers? Oui, en fait, il y a un poème de Belgassem Abdellatif, Oui. et même que je connais bien, le Belgassem Abdellatif et son poème, qui est une ode au Sahara et au désert. Et il y a une trentaine d'années, il m'a fait écouter, il m'a dit, ce poème, la première fois que je suis arrivé à 12, il m'a dit, je visitais le musée du Sahara, Oui. dont il était directeur, et il m'a dit ce poème, et j'ai eu un peu comme un coup de cœur, et je me suis dit un jour, ce poème qui sonne un peu comme du slam, je me suis dit un peu, ce poème, je le ferai passer à la télévision. Voilà. Alors, Et c'est ce qui s'est passé, et du coup, et maintenant j'organise avec l'association, avec les rendez-vous du cinéma tunisien, une projection, et nous faisons venir, comme ça arrive parfois, des héros, des acteurs, des personnages du film. d'accord. Alors d'ailleurs, on a entre les mains le texte du poème en arabe qui est traduit en français, le Sahara et Oui. les chameaux, et dans les deux premiers versets, en fait, le poète allie son amour du désert à son amour aux chameaux. Il y a cet amour mélangé entre les deux. Le désert et le chameau ne font qu'un, et le poète en arabe pas en arabe classique, mais en arabe de tous les jours, fait le lien. Et donc, on va inviter nos auditeurs à venir vous voir demain, samedi 21 octobre 2017 à 20h, à la Maison de la Tunisie, à la fois pour regarder ce film, le super dromadaire du désert, et pour écouter des poèmes en langue arabe, et pour échanger avec vous comme réalisateur avec ces poèmes. Je donne juste l'adresse de la Et Maison encore, de et Tunisie. encore, si je peux rajouter, Allez-y. il y aura une dégustation de lait de C'est vrai. chamel, et ça va être le plus grand bar à lait de chamel qui ait jamais eu au Pareil que c'est bon monde. pour la santé en plus. Il y a il y aura du lait de chamel Qui viendra de du plusieurs Dubaï, provenances. du lait de chamel de Tunisie, du Maroc, du Kazakhstan, et on pourra gagner dans une tombola le chameau en or au chocolat au lait de chamel. Et puis je conseillerais à quelques auditeurs d'amener les dates avec, c'est super avec les dates. Donc Oui, oui. demain, samedi 21 octobre, 20h, Maison de la Tunisie, c'est à la Cité internationale universitaire de Paris. Quand on était jeune, on appelait ça la CTU. La CTU. La CTU, quand on y faisait nos études, c'est 45 boulevard Jordan. Mais alors attendez, c'est plutôt il vaut mieux se rendre au 47 boulevard Jourdan. 47. Le 45A, Oui. il est difficile à trouver. D'accord. Donc il vaut mieux aller au 47 boulevard Jourdan, et c'est au niveau de l'arrêt Montsouris Tout à fait. du tram T3. Tout à fait. Alors, tram, station Montsouris, T3, on vous donne tous rendez-vous demain, à la fois pour apprécier le film, échanger avec vous, avec le poète, et manger goûter, et boire du lait de chamel. et boire du lait de chamel. Merci Monsieur Bray. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée à vous. soirée. Merci de votre appel. Enfin, de votre passage plutôt. C'est nous qui vous avons appelé pour le coup. Du lait de chamel, Mourad, tu connais? T'as jamais mangé? T'as jamais vu ça? Si. Ah bon? J'ai même mangé de la viande de chameau, c'est très très fort. Il paraît que c'est très bon pour la santé, hein, le lait de Très chamel. fort, ouais. Ben, c'est des viandes qui sont assez fortes, et le lait j'en ai pas goûté, mais la viande j'en ai mangé. J'ai eu le plaisir d'être reçu chez les Sahraouis. Et c'est un luxe de manger du chameau. C'était pas... Avis tranché, signé Mourad Goual, c'est maintenant. Tout de suite, on va parler de la Syrie. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied.
piétiner. Alors piétinez-moi, allez-y. Syrie, le jour d'après, Mourad Goual, on vous écoute. Il y a maintenant 5 ans, la Syrie faisait les frais du printemps arabe, donc c'était de cette manière-là qu'on nous avait qu'on nous avait vendu la rébellion de la population syrienne contre le dictateur Bachar el-Assad, et tout le monde avait mordu à ce scénario. Donc on s'était retrouvé très rapidement avec un pays éclaté en guerre civile, avec d'une part les forces de l'État syrien loyalistes à Bachar el-Assad, d'autre part des miliciens anti-Bachar el-Assad qui d'un coup sont devenus anti-Bachar el-Assad mais pro-Daesh. Ensuite on a eu des troupes Daesh qui sont venues se rajouter au conflit, puis ensuite des troupes américaines, des troupes françaises, des troupes russes, si bien que très très rapidement chacun d'entre nous a oublié pourquoi cette guerre avait éclaté. Et cette guerre avait éclaté en aucun cas pour des raisons de printemps arabe, puisque la guerre a éclaté tout simplement après le refus de Bachar el-Assad d'accepter le passage d'un gazoduc et d'un pipeline pétrolifère venant du Qatar, et qu'il avait d'ailleurs favorisé plutôt le choix d'un projet venant de l'Iran et soutenu par par la Russie. Mais aujourd'hui, si je vous parle de la Syrie, c'est pas pour parler du passé, parce que on est en train d'arriver à la fin de ce qui a commencé il y a 5 ans. Daesh est arrivé à bout de ce qu'elle avait entrepris et est en train de reculer pour disparaître. Les grands gagnants de cette histoire ne seront pas le peuple syrien, encore moins les démocrates et sûrement pas Bachar el-Assad, Kurdes, qui vont tirer leur épingle du jeu, comme ils l'ont fait lors du conflit avec la guerre en Irak et l'invasion américaine en Irak. Et aujourd'hui, un nouveau conflit risque de voir le jour, puisque la Turquie voit d'un très mauvais œil un État kurde qui s'agrandirait du côté de la Syrie en partant depuis l'Iran, et qui irait de ce fait titiller les frontières turques et de ce fait renforcer, ne serait-ce que tant soit peu, les rebelles du PKK. Mais ce n'est pas tout, puisque aujourd'hui, la paix n'étant pas quelque chose de souhaité par les pays, les grands dirigeants de ce monde, on est en train de nous parler de l'après-Daesh, puisque chacun d'entre nous a connu Al-Qaïda, AQMI, Boko Haram, Daesh, et donc maintenant on est en train de nous expliquer que l'un des fils de monsieur Ben Laden, vous savez, ce fameux monsieur que jamais personne n'a vu d'ailleurs, qui est mort et qui a été inhumé dans des conditions, il paraît, selon la tradition musulmane, à savoir on l'a noyé dans la mer Méditerranée, ça c'est la version officielle. Donc on nous explique qu'aujourd'hui, le jour d'après en Syrie, c'est l'avènement du fils de monsieur Ben Laden pour reprendre la rébellion islamiste de Daesh. Vous savez tous, et on l'a tous compris depuis le départ, qu'on nous prenait pour des nouilles. Je crois que du stade de nouilles, on est passé au stade de con, mais malheureusement, on va pas s'arrêter là, l'histoire continue. Voilà. Mourad Goual pour la Syrie, le jour d'après, Tarek, petit commentaire peut-être? Oui, juste c'est un peu plus compliqué, c'est vrai qu'ils sont kurdes, parce que les Kurdes d'Irak, on a vu la tentative de forcing et on voit ce que ça va donner aujourd'hui par la reprise de Kirkuk. Je pense qu'il y aura très exactement la même chose en Syrie, que pendant un moment, les Kurdes alliés à quelques tribus arabes vont jouer, soi-disant, à une espèce d'autonomie large, mais que dès que la guerre contre Daesh et dès que la reconstruction de l'État syrien sera faite, que ce soit par le président actuel Bachar ou par le suivant, il y aura un retour de bâton pour dire au pire, au mieux, au pire, chacun prend l'expression comme il veut, il y aurait du fédéralisme avec plus d'autonomie, mais il n'y aura pas d'État kurde syrien, ce qui est aujourd'hui la volonté des Américains après avoir perdu la possibilité de faire un État kurde irakien. Les Kurdes sont un peuple malheureux, mais dans le découpage de Sykes-Picot, donc on en parlera autour du 3 novembre des Anglais, ils ont été découpés pour être introduits dans 4 ou 5 pays forts, l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie, et il est très difficile d'aller les arracher aujourd'hui pour leur mettre. Il y a une tentative en 1920 qui n'a pas marché, et l'autre problème principal des Kurdes, c'est qu'ils n'ont pas d'accès à la mer, et même s'ils venaient être regroupés, ça serait un regroupement à l'intérieur de 4 puissances très très difficiles. Ils ont le pétrole, ils n'ont pas besoin de mer. Oui, mais en 1920, il n'y avait pas le pétrole, en tout cas, il n'était pas comme aujourd'hui. En tout cas, ce qui est dramatique, c'est que ces 5 années qui ont ravagé un pays, qui ont ravagé des vestiges historiques de l'humanité, avec tous ces morts, et bien à la fin on en revient au point de départ, c'est-à-dire que Bachar el-Assad est toujours le président et sera toujours le président de la Syrie. Bon, tout à fait c'est la situation, mais bon, sinon je partage. Un petit mot sur le Premier ministre chrétien, Tarek? Alors on en parlera dans quelques jours beaucoup plus en détail, mais sachez que dans la Syrie,
de 1940-45 et sous l'occupation française, le peuple syrien apparemment était beaucoup plus mûr que le peuple syrien, en tout cas qu'une partie du peuple syrien aujourd'hui, parce qu'ils ont eu comme premier ministre un chrétien à 3 reprises comme chef de gouvernement. C'était un grand avocat. Et je vous raconte juste l'appétit pour faire des teasings, cher Christophe, pour pouvoir en parler une autre fois. Ce premier ministre chrétien a 2 grosses anecdotes ou 2 gros faits d'armes. Celle de la mosquée, j'en parlerai une prochaine fois, mais celle de l'ONU, j'en parle aujourd'hui. Il va donc à une réunion de l'ONU et quand il rentre dans la salle, il cherche le siège de l'ambassadeur de France. Il va s'installer dans le siège de l'ambassadeur de France alors que la France colonisait la Syrie. Et voilà monsieur l'ambassadeur de France qui vient fanfaronnant cherchant sa place. Il s'adresse à ce monsieur qui parlait français, anglais et arabe et il lui dit « Monsieur, vous êtes assis à ma place ». Et l'autre, que fait-il? Et voilà comment avant les gens fonctionnaient. Il se met à regarder sa montre. Cela dure 5, 10, 15, 20, 25 minutes et l'ambassadeur de France est de plus en plus énervé et dans tous ses états insulte ou presque de ce premier ministre syrien. Et au bout de 25 minutes, alors que tout le monde s'est attroupé pour voir comment ça va se terminer, c'est comme un western, quoi. Le premier ministre syrien chrétien le regarde, lui dit « Monsieur l'ambassadeur, ça ne fait guère que 25 minutes que je suis assis dans votre siège et regardez dans quel état vous êtes. Sachez que ça fait 25 ans que vous colonisez la Syrie et vous demandez pourquoi le peuple syrien ne veut plus de vous. Je vous laisse mon siège. » Voilà. Bon. Et donc, on en parlera la prochaine fois pour le reste. Mais comme quoi, dans les sociétés musulmanes, les musulmans n'ont pas toujours été aussi fermés qu'aujourd'hui et n'avaient pas encore à l'époque été wahhabisés. Parce que tout ça vient de la lecture wahhabite de l'islam. La question du jour aujourd'hui, je vous l'ai donné tout à l'heure en début d'émission, je vous la redonne parce qu'il y a quelques commentaires qui m'amusent. C'est Jamel Debbouze qui hier a donc déclaré qu'on lui avait proposé un poste de secrétaire d'État et qu'il avait donc refusé ce poste. C'était chez nos confrères de RMC. Et on vous demande donc, a-t-il bien fait d'avoir refusé ce poste? Adèle nous dit bien sûr qu'il a raison d'avoir refusé, c'est aux politiques d'assumer les responsabilités. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ousmane qui nous dit secrétaire d'État chargé des comiques, peut-être. Et puis autre commentaire de Dominique, s'il a refusé, il a très bien fait. Et puis un dernier, on marche sur la tête, lui ministre, n'importe quoi. Ça c'est Fazia qui nous donne ce commentaire. Il y en a d'autres évidemment sur le Facebook France Maghreb 2 et sur Twitter aussi. Je crois qu'on est à un sondage assez important, donc favorablement donc il a eu raison sur Twitter sur le LGF officiel. Mais quel poste justement? Qu'est-ce qu'on lui a proposé? Parce que j'ai lu cette dépêche, mais secrétaire d'État. Il a pas dit quoi. Non, il a pas dit. Au beau temps, au dimanche, à quoi? Et donc il a dit qu'il a refusé. Voilà. Alors qu'il ne serait pas le premier qui on a proposé. On a proposé des postes. Par contre, tu sais que, alors, je sais pas si tu avais prévu d'en parler, si je peux prendre une minute, il y a un nouveau scandale qui est sorti hier d'ailleurs, après l'affaire Weinstein d'Hollywood, et ce prédateur sexuel. Excuse-moi, ça devient vraiment n'importe quoi. Alors, par contre, toutes les femmes qui accusent, et on voit sur Twitter du coup n'importe quoi. Alors, par contre, quoi, hier, la fille d'Éric Besson, et c'est pas n'importe quoi. Oui. Elle a accusé Pierre Jox. Qui accuse Pierre Jox, et je pense que quel âge il avait à l'époque? Qui ça? Pierre Jox. En 2010, je crois, c'est ça? Bah, je sais pas quel âge il a d'abord aujourd'hui. Il a 83 ans. Bon, 83 ans moins 7. Il avait 73 ans. Mais je pense qu'il faut pas prendre à la légère les propos tenus par pourquoi tout le monde d'un seul coup parle et découvre soi-disant son porc, comme on dit. Mais c'est pas que tout le monde, c'est pas pourquoi tout le monde parle maintenant. En fait, ces gens-là. Tu vois pas l'hérésie qu'il y a sur Twitter. Non, ces gens-là parlent tout le temps, mais ils ne sont pas écoutés à chaque instant. C'est-à-dire que les médias ponctuellement vont prendre des déclarations. Ceux qui font du buzz. Voilà, mais des gens qui ont été victimes d'abus, d'attouchements sexuels dans les entreprises, dans des administrations, par des élus, il y en a tous les jours. Bien sûr. Non, mais aujourd'hui, n'importe quelle fille qui vous a rencontré, vous, cher Mourad, qui m'a rencontré moi, je suis un homme pieux, je n'ai pas rencontré beaucoup. Mais c'est ça le problème. C'est qu'une fille que vous avez rencontrée une fois, elle vous a demandé un service. Et Tarek. Non mais. Justement. Aujourd'hui. Je n'ai pas entendu une personne venir dire que Christophe ou toi avez eu. Pas encore, j'allais dire. S'il te plaît. Pas encore, hein. Non, mais voilà. Donc. Non, mais je dis pas s'il te plaît, moi. Non, mais je n'ai pas entendu quelqu'un dire que toi ou Christophe ou moi avons eu un comportement
indélicat avec une personne de la gente féminine. Donc, si on l'a pas entendu, c'est que ça s'est pas produit. Pas Bergerac, on entend quand il a 73 ans. Mais peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui vont se révéler. Voilà, ok. En tout cas, sur cette question, je pense que la France réagit toujours sur un fait divers. Toujours à l'émotionnel. Ouais, à l'émotionnel. C'est pire que les Arabes. Un viol, c'est non, mais c'est pas ça. Ne nous fais pas dire ce qu'on dit pas. Il y a un événement qui se passe. Non, il y a un événement qui se passe. Bien sûr que faut condamner toute violence à l'égard. On en parle. Non, tout à fait. Mais en France, aujourd'hui, on est rentré dans cet esprit méditerranéen. Dès qu'il y a l'émotion, dès qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On fait une loi. On fait quelque chose. Cette loi, aujourd'hui, elle doit être faite, mais elle doit être faite sur des choses claires. Par exemple, aujourd'hui, le délai de prescription de ces actions, c'est de 3 ans. Faut le foutre à 30 ans. C'est-à-dire que c'est ce qu'a sauvé l'écologiste, comme il s'appelle. Oui, mais Denis Popin et plein d'autres. C'est-à-dire qu'on prend des choses sérieuses, on insiste sur le côté, j'allais dire, malicieux, vicieux et tout ça. L'ancien ministre, Monsieur Tron, il a été condamné. Tout le monde disait c'était faux, c'était pas vrai et tout. Non, mais le principe c'est il ne faut pas réagir à l'émotion. Non, mais c'est pas de l'émotion, mais je trouve que c'est émouvant que. Alors on va, c'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour et ça, on n'a pas beaucoup de temps. Mais qu'est-ce qui fait que quand l'affaire Polanski sort, qui est beaucoup plus grave, c'est une honte. C'est une honte. Pourquoi on laisse passer et on a Monsieur BHL, on a Monsieur Weinstein, on a d'autres qui viennent les défendre. Parce que les médias, ils sont parti pris, on le dit. Et aujourd'hui, je le dis à longueur d'émission. Et qu'est-ce qu'il a fait qu'aujourd'hui M. Weinstein est lâché, alors que M. Polanski était pire, parce que celui-là c'est avec des adultes, avec des actrices. Attends, il est lâché, c'est-à-dire les affaires sont révélées, mais il va pas être embêté par la justice. Qui ça? Par la justice de quel pays il va être embêté? Par les États-Unis. Ben non. Vous verrez bien. Prescription. Non, mais je sais pas s'il y a prescription, mais en tout cas vous verrez, sa femme l'a quitté, son frère l'a dénoncé, sa société est en vente, c'est déjà beaucoup. Alors, messieurs, c'est pas le sujet, je veux dire. Non, c'est pas le sujet, et c'est vrai qu'on aura le temps d'en reparler parce que moi je vois des choses sur Twitter qui m'horrifient, franchement. Et vous allez voir, cher Morad, il y a des noms qui vont sortir, et vous allez vous poser la question. Je crois avoir rencontré ou connaître ce type. Est-ce que ce type serait capable d'eux? Alors que ce type, par exemple, il y a des noms qui vont sortir, je ne vais pas les citer maintenant. Non. Parce que T'as vous envoyé un tweet tout à l'heure, voilà, vous avez qu'à regarder, c'est scandaleux. Non, mais c'est juste n'importe quoi. Que ces personnes ne sont jamais seules. Ils sont toujours avec 3 ou 4 personnes, parce qu'ils ont des garde-corps, parce qu'ils sont protégés, parce que eux-mêmes ne peuvent pas être tout seuls pour ne pas se faire casser la gueule. Et ces gens-là, on va vous sortir qu'ils ont violenté ou autre chose. Maintenant, restons évidemment prudents sur tous les sujets. Et comme j'ai appris en droit, tant qu'on n'est pas condamné par la justice, on est innocent. Mais de toute façon, ceci évidemment, par contre, il y a une petite bourde signée Bruno Le Maire, je crois en début de semaine, qui dit en politique, on n'a pas l'habitude de dénoncer. Il a raison. Oui, il a raison dans un sens, mais il n'aurait pas dû dire ça parce qu'en politique, il y a des choses aussi scandaleuses qui se produisent au sein de l'Assemblée nationale, au sein des ministères, etc. C'est pas pour défendre. Il faut le dénoncer. Non, mais Christophe, c'est pas pour défendre Monsieur le Maire, mais des fois, nous tous, quand nous sommes devant un micro, on peut ne pas comprendre l'essentiel de la question et rebondir sur le bout. Parce que la question qui lui était posée... Non, mais c'est pas leur boulot, ça nous arrive à tous. C'est-à-dire, on lui dit, est-ce que vous dénoncez? Et il s'est concentré sur dénoncer. Et après, effectivement, il a pris conscience. Il a rétro-pédalé. Voilà, où on lui a expliqué, où on l'a appelé. Mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui assister à la violation, au viol, à la violence contre une fille et continuer son chemin pour faire comme si de rien n'était. Allez, dans un instant, on va changer complètement de registre. Ça peut ressembler comme une agression, mon cher ami Morad. Dimanche, 21h, le PSG, ou plutôt Marseille, reçoit le PSG qui, pour l'instant, déroule bien. On fait des scores de tennis, vous avez remarqué. Donc, en espérant l'équipe, tu gagnes pas avec des scores de tennis, je m'inquiète, quoi. Dans un instant, bon, ça veut rien dire ça. Alors là, ça c'est... Tu connais un peu le foot, Morad, quand même, rassure-moi. Dans un instant, 01 40 33 9000 dans le cadre de Libertad. On parle de ce match Marseille-PSG, mais on parle de ce que vous voulez, bien sûr. C'est dans Libertad, c'est dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb. 17h56 sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous avec Morad Goual et Tarek Mami. 01 40 33 9000 pour Libertad. C'est parti maintenant. Vous pouvez nous appeler de n'importe où en France, mais aussi à l'étranger. 01 40 33 9000, 00 33 1 40 33 9000. Morad.
Dimanche soir, le match, 21h. De la roustada que vous allez vous prendre, c'est ça? Et mon cher Tarek, information importante pour les auditeurs de France Maghreb 2. Ils vont pouvoir suivre le match en direct. Tout à fait. Donc, on sait aujourd'hui que le stade, même pour les Marseillais, le stade est complet. Tous les billets sont vendus. Donc là, pour rentrer dimanche soir, ça va être un peu difficile. Les supporters parisiens sont encore une nouvelle fois interdits. Voilà. Ça, c'est scandaleux. Ouais. C'est aberrant. Ça, c'est pas scandaleux, normal. bien Mais sûr. bon, parce que le comportement. Et là, donc, France Maghreb 2 va diffuser en direct et en simultané avec une radio marseillaise, nos amis de Radio Star. Donc, les auditeurs de France Maghreb 2 au Havre, à Amiens et à Marseille vont pouvoir écouter le match qui est un film. Oui, qui va commencer dès la 3e avec un but de Cavani. Voilà, peut-être. Alors, commenter. Suite à une main. Oui, commenté donc d'une part par les journalistes de la Radio Star Marseille et côté France Maghreb 2. Christophe Roux est en vacances le dimanche soir, donc il regarde son match tranquille sur son voilà, canapé. alors commenteront le match le Marseillais de service, notre serviteur, Monsieur Morad Goual d'un côté et Monsieur Jean-Marc Zebulus, en sachant que Monsieur Goual est plutôt OM, même quand il a tort, il a raison, et de l'autre côté Monsieur Zebulus c'est PSG, même quand il a tort, il a raison. Alors ça promet. Allô, bonsoir, France Maghreb 2, bonsoir. Salut, c'est Youssef de Paris. Bonsoir Youssef, bienvenue à vous, on vous écoute. Bonsoir. Ouais, tu vas souffrir dimanche. Pardon, on t'entend super mal Youssef, rapproche-toi de ton téléphone, fais quelque chose, mais sinon... Mourad, tu vas souffrir dimanche. Ah, Morad, c'est à toi qu'on s'adresse. Ah pardon, j'ai pas entendu, tu me disais Youssef? Morad, tu vas souffrir dimanche. Ouais, peut-être, mais tu sais, si à la fin on vous met 2-1, ça suffit, hein. Moi je suis heureux. L'année dernière, vous avez pris 5-1. Mais l'année dernière, on avait une équipe, Youssef, on avait une équipe de PHA l'année dernière. Cette année, on est en promotion, on est un peu mieux, tu vois. Ouais. Et vous êtes fébrile. Youssef, vous êtes fébrile en ce moment. Vous manquez de confiance. 3 buts à Strasbourg, une équipe de Ligue 2. Youssef, vous manquez de confiance en ce moment. Vous mettez plus 6, vous en mettez que 3, 4. C'est pas bon. Attends, ça va revenir. Le rendement il descend, on est là, on va jouer un Youssef, laisse-les parler. On va jouer un match de Coupe de France, on va y aller, Youssef. Pronostic 5-1. Allez, que le meilleur gagne, Youssef. Et viens dimanche, écoute-nous. Alors, c'est quoi le pronostic de Mourad, en fait? Morad, merci Youssef, merci à toi. 2-1 pour l'OM. 2-1 pour l'OM. Ouais. Non mais ça c'est l'objectif, enfin c'est le pronostic du cœur ou le pronostic objectif? Et 5-1 pour l'auditeur donc. Ouais. J'étais tout à l'heure à Belleville voir un petit marabout, il m'a dit ça sera 2-1, ça m'a coûté 20 €, et j'ai confiance en lui. Et le marabout il descend au stade ou pas? Non, mais il a vu à travers, il avait une pierre dans la main, il m'a dit 2-1, 20 €, j'ai payé, je pense que c'était bon. Bon, eh bien écoutez, on verra ça en tout cas dimanche soir. En tout cas ça promet. Oui, ça promet. Oui, c'est le match de l'année, c'est sympa, c'est des antagonistes. Ouais, mais moi je trouve qu'il a plus autant de saveur qu'avant ce match. Parce que tu sais pourquoi aujourd'hui le PSG est fort, c'est parce que le championnat français est faible. Quand l'OM a gagné tous ses championnats dans les années 90, mais il y avait il y avait 8 équipes, il y avait Bordeaux, Saint-Etienne, Lyon, PSG, il y avait Monaco, il y avait Sochaux, c'est des grands clubs, on jouait, il y avait des super matchs. Maintenant le PSG, tu te rends compte que priorité aux auditeurs France Maghreb 2, bonsoir. Allez. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur, quel est votre prénom? C'est Mehdi. Mehdi, vous nous appelez d'où? De Paris. De Paris, soyez bien. Et vous n'êtes pas obligé de parler que foot, hein, vous pouvez parler autre chose. Libertad, hein. Non. Mehdi, on vous écoute. J'ai envie de parler des colonialistes de Marochiens. De quoi? Des Marochiens. Non, pas de mots comme ça. D'accord, ok. Allez, à bientôt, hein. Bon week-end quand même. Tiens, tu ferais bien d'aller voir le match de foot, toi, par contre. Voilà. Ça te détendrait un petit peu. 01 40 33 9 000. J'ai pas compris pourquoi en plus. Mais bon, c'est pas grave. Je vous expliquerai, cher Christophe. C'est par rapport au match. Ouais, non, c'est pire que ça. C'est les esprits tordus que. France Maghreb 2, bonsoir. Moi, je veux pas défier ce Marocain, là. D'accord. Bon, visiblement, ce monsieur est très déterminé. 01 40 33 9 000 pour nous appeler. Pour lui, il appellera la prochaine fois au 08. Ouais, voilà. C'est pour ça que de fois le 08, ça rend service. Parce que les gens, quand ils payent un peu de sous, ils payent pour dire des choses utiles. Ouais, bon, après, faut pas non plus. La bêtise n'a pas de limite. La bêtise n'a pas de limite. Il le comprendra pas, ça. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, vous souhaite. Je termine, moi, alors. Oui, allez-y. Eh bien, donc, c'est à l'occasion du Classico. Le football revient en force sur France Maghreb 2, c'est dimanche. Et je rappelle que l'année dernière, c'était 5-1 pour le PSG. Là-bas, à Marseille. Et puis, cette année, l'équipe de PSG est très forte, puisqu'elle a recruté beaucoup de joueurs d'échelle internationale, est très important, et qu'elle gagne tous ses derniers matchs
avec des scores énormes, mais par contre aujourd'hui l'OM est en embuscade. Il a gagné son match hier, elle est deuxième de sa poule. Vous avez vu contre qui il a gagné. Et puis Rudy Garcia peut jouer sa peau parce que Rudy Garcia est donné sur le départ en décembre. On parle de Laurent Blanc. Et il peut sauver son siège sur un match. Laurent Blanc. Oui, parce que de Laurent Blanc et de Jean-Pierre. Donc les auditeurs de France Maghreb 2 partout en France écouteront ce match sur France Maghreb 2 et sur le réseau national et le réseau national de Star dans la région de Marseille, donc Nice, Toulon, Aubagne et Marseille, écouteront et les deux radios diffuseront les mêmes commentaires avec les journalistes. Très objectif, pas de parti pris. Ouais, on verra bien. Je viendrai tenir donner les cartons jaunes. J'ai envie de terminer sur une bonne note. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, cher monsieur? C'est Ali de Palaiseau. Ali, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Christophe. Monsieur Mamie, ça fait un plaisir. Tellement je voulais que vous soyez là quand je téléphonerai, vous êtes là, c'est vraiment un plaisir. Je m'adresse à Mourad. Tout à l'heure, quand il faisait son truc pour les groupes terroristes, il y a un groupe qui a disparu, c'est le Moukao, je ne sais pas comment il est venu, je ne sais pas comment il a disparu. On n'entend plus parler, il s'est vissé sur la frontière algérienne. Je ne sais pas si M. Mamie se rappelle de ce groupe terroriste. Ah oui, c'est quand il fait allusion aux propos que j'ai tenus sur la Syrie. Tout à fait. Oui. Le Mujao, oui, tout à fait. Oui, il a disparu. Il a fusionné en fait avec le groupe terroriste présidé par l'Algérien Mokhtar Ben Mokhtar. Ils ont fusionné. Ouais. Ok. Ils ont fusionné. Rapide, allez, on est en retard. Il y a ça aussi, monsieur le Marseillais, là. Justement, pour le match de dimanche, il faut savoir, Mourad, que le PSG, il est rentré dans l'histoire quand même. Avec 1 milliard de dépenses, on rentre dans l'histoire, ça c'est certain. Mais non, je parle de Barcelone. Et 1 milliard pour gagner la Coupe de la Ligue. Motivez-vous, les gars. Mourad, gagner 4-1 et perdre 6-0, ils sont rentrés dans l'histoire quand même. Non, mais c'est Mourad. Perdre 6-0. Ah, la remontada, tu parles. Ouais. On est collègues, tu es un ami, bienvenue. À dimanche. Merci Ali. Et si Mourad n'est pas content ici, on le verra commenter à partir des stades, à partir du studio marseillais. Ah oui, et comme ça, il sera dans son élément. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Mourad Goual. Voilà, il est content. Ça y est, on lui a fait son week-end là. Tarek Pami, merci beaucoup. Bon week-end à tous. Rendez-vous lundi avec Anan Zawani et Maïssa Leroy qui sont avec nous. Je précise, c'est important, mardi, on recevra Youssouf Traoré, qui est le frère d'Adama Traoré, qui a lui aussi été passé par la case prison, qui sera avec nous donc ce mardi, ainsi que Mohamed, l'un des meilleurs amis de Adama Traoré. Et il en reste 2 en prison. Oui, il en reste 2 encore en prison, Bagui et donc Youssouf, lui, il est sorti, donc il sera avec nous pour témoigner bien sûr de cet acharnement qui est fait, parce qu'on peut parler d'un acharnement contre la famille Traoré. Bienvenue à vous, bonne soirée, il est 18h, le flash tout de suite avec Marine Garel. Bonsoir à tous. L'usine Coca-Cola de Dunkerque dans le Nord bloquée par des salariés pour protester contre les suppressions de postes. 40 sur 360. La production est à l'arrêt et des voitures bloquent les entrées. Des débrayages moins importants sont aussi prévus sur 2 des 4 autres sites du groupe en France. Nous sommes loin du compte sur les engagements financiers. Cette phrase a été dite par Emmanuel Macron cet après-midi. Il s'exprimait sur le Brexit depuis le sommet européen à Bruxelles. Le président français estime que le Royaume-Uni doit encore faire un effort important sur la facture de sa sortie de l'Union européenne. 4 morts, 9 blessés. En 2004, le terminal 2E de Roissy s'effondrait sur des voyageurs. Paris Aéroport sera jugé comme 3 autres sociétés. Le constructeur du bâtiment, son bureau d'études et le groupe d'inspection. Le juge d'instruction ordonne leur renvoi en correctionnel pour homicide et blessures involontaires. Les conducteurs de bus et de tramway sont en grève aujourd'hui pour demander de meilleurs salaires et parcours professionnels. Il y a d'importantes perturbations dans un peu plus d'une centaine de villes, une grève très suivie. Alors que la France est confrontée au vieillissement de ses centrales nucléaires, d'autres pays européens se sont lancés dans le démantèlement. C'est le cas de l'Allemagne qui a décidé d'arrêter toutes ses centrales d'ici à 2022. En Espagne, à la veille d'un conseil des ministres extraordinaire du gouvernement espagnol, la tension est extrême entre Madrid et la Catalogne, où plane l'hypothèse d'une suspension de l'autonomie. Le bras de fer commence à lasser les habitants.
Sport, l'accès au stade Vélodrome de Marseille et à ses environs sera interdit dimanche pour des raisons de sécurité aux supporters du PSG. La présence de supporters parisiens dans le stade et à proximité implique des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens, selon l'arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le préfet rappelle que les relations entre les supporters de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain sont empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2, France Maghreb.